Ils ont scellé les dossiers, payé la police et enterré une femme vivante sans toucher à son corps. Son nom était Élisabeth Beaumont, et vous n'étiez pas censé entendre son histoire. Ils l'appelaient la saison du brouillard, en murmure derrière des rideaux de soie. Mais la vérité est que le brouillard n'est pas seulement venu de la mer, il est venu des châteaux. Biarritz, France, 1892, l'épicentre de l'élite de l'âge d'or européen. Des châteaux construits non comme des maisons mais comme des symboles. Acier, charbon, navigation. Leurs fortunes n'ont pas été gagnées, elles ont été extraites. Les hommes bâtissaient des empires. Les femmes étaient censées sourire, hocher la tête et obéir, jusqu'à ce que l'une d'elles refuse. Élisabeth Beaumont n'était pas seulement une femme de richesse, elle était la femme. Son visage apparaissait dans les colonnes de ragots de 4 grandes villes. Des présidents attiraient son attention. Des nobles américains traversèrent les océans juste pour dîner dans sa salle de bal. Mais ce que personne ne savait, pas même son mari, c'est qu'Élisabeth avait commencé à voir à travers les illusions, et une fois qu'elle avait vu, elle ne pouvait plus ne pas voir. Elle était intelligente, dangereusement, éduquée derrière des portes closes par des tuteurs importés de Cambridge et de Rome, parlant couramment 5 langues, versée en grec, contrat, art et code du silence. Sa beauté était une arme, son esprit une menace. Elle fut mariée à 20 ans à Théodore Beaumont, un homme dont la famille avait fait fortune dans l'acier et dont les mains n'avaient jamais touché le fer. Mais ce n'est pas le mariage qui l'a détruite, c'est ce qu'elle a découvert, en jouant le rôle qui lui avait été assigné. Le château de la Rose, leur forteresse de richesse de 70 pièces, contenait plus que du marbre italien et des tapisseries importées. Il cachait des registres, de vrais registres, enterrés sous des planchers et des panneaux faux. Élisabeth les a trouvés en supervisant une rénovation. À l'intérieur, des enregistrements de paiement qui ne correspondaient pas, de l'argent blanchi par des œuvres de charité, des pots de vin politiques déguisés en dons, des contrats étrangers, exécutés par des intermédiaires. Mais ce n'était pas la partie la plus troublante. Ce qu'elle a découvert ensuite l'a changé. Il y avait un nom, Duval, Jean-Pierre Duval, un homme qui est apparu soudainement dans sa vie comme une ombre projetée sur un mur ensoleillé. Architecte, intellectuel, dangereux. Il savait des choses qu'il n'aurait pas dû, non seulement sur l'acier et la pierre, mais sur les gens qui bâtissaient leur fortune avec du sang, de la manipulation et des secrets enterrés dans le béton. Duval n'a pas séduit Élisabeth, pas au sens habituel. Il l'a réveillée. Leur connexion n'était pas seulement romantique, elle était apocalyptique. Il lui a montré les codes cachés dans les plans, le but des salles de panique qui n'étaient pas pour la sécurité, mais pour stocker l'impensable. Des peintures smugglées, des obligations, des documents, des êtres humains. Laissez cela pénétrer. Ces châteaux étaient des mausolées pour secrets, et Élisabeth, guidée par la fureur et la clarté, a commencé à collecter des pièces du puzzle, nuit après nuit, invité après invité, registre après registre, jusqu'à ce que ce qu'elle détenait ne soit pas seulement de la connaissance, c'était du pouvoir. Et le pouvoir entre les mains de la mauvaise femme est plus terrifiant que n'importe quelle arme. L'élite de Biarritz ne pouvait pas permettre cela. Elle en savait trop. Elle menaçait tout. Alors ils ont fait ce que les hommes puissants font toujours quand confrontés à la vérité enveloppée de soi. Ils l'ont qualifiée d'instable. Mais Élisabeth n'était pas folle. Elle était calculatrice. Et elle préparait quelque chose de plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Un coup qui aurait pu briser l'illusion du pouvoir hérité et de la supériorité morale. Mais avant qu'elle ne puisse l'exécuter, elle a disparu. Chambre 237, Hôtel Belmont, 1er décembre 1892. Le personnel a dit qu'elle était calme, posée, comme si elle était sur le point de monter sur scène. Sa chambre était impeccable, rideaux de soie tirés, parfum français persistant dans l'air, verre de champagne intact posé sur du marbre. Une lettre était sur le bureau à moitié écrite, non signée. Sa dernière photographie, vêtue de soie bleue, les yeux fixés non sur l'appareil mais sur quelque chose derrière. Et puis, rien. Elle est sortie dans le brouillard et a disparu. Pas de corps, pas de bagages, pas de traces. Ils ont appelé cela une disparition, mais ce n'en était pas une. C'était un effacement. Maintenant demandez-vous, qui a le pouvoir de faire disparaître une femme si proprement que même un murmure n'a pas survécu aux archives officielles? Parce que les dossiers ont été scellés, le personnel réduit au silence et l'enquête enterrée sous des dons à des campagnes politiques et des promotions soudaines. Mais des fragments restent dans des lettres égarées, dans les marges de registres qu'ils ont oublié de brûler, dans les souvenirs d'hommes trop vieux pour mentir encore. Et vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes attiré ici pour une raison. Ce n'est pas seulement une histoire sur une femme qui a disparu. C'est sur le système qui l'a fait disparaître et pourquoi il existe encore. Vous l'avez senti. Le contrôle subtil, les règles non dites, la façon dont le pouvoir sourit d'une main et étrangle de l'autre. Ce n'est pas de l'histoire, c'est le plan du monde dans lequel vous vivez maintenant. Et une fois que vous entendrez l'histoire complète, vous ne verrez plus jamais l'élite ou vous-même de la même façon. Êtes-vous prêt à descendre plus profondément? Alors continuez à regarder. Vous voulez savoir ce qui rendait Élisabeth Beaumont dangereuse? Ce n'était pas l'aventure.
Ce n'était pas les ragots, ce n'était même pas les secrets qu'elle menaçait d'exposer. C'était cela. Elle a arrêté de jouer le jeu et a commencé à écrire ses propres règles. Et quand une femme avec pouvoir, pédigré et perception décide qu'elle n'est plus prête à être un accessoire dans le théâtre de quelqu'un d'autre, la scène brûle. Mais pour comprendre à quel point elle est tombée bas, vous devez comprendre à quel point elle était haut placée. En 1892, Biarritz n'était pas seulement une ville. C'était une forteresse, un jardin clos de richesse et d'influence, un endroit où les fortunes étaient préservées comme des artefacts et les étrangers tolérés seulement tant qu'ils étaient utiles. À l'intérieur de cette cage dorée, Élisabeth régnait comme une reine, non par accident mais par conception. Elle n'était pas seulement admirée, elle était conçue pour être adorée. Née Élisabeth Catherine Aubert, son père, Corneille Aubert, dominait le commerce maritime de la côte ouest. Sa mère, Marguerite, descendait d'une des lignées coloniales originales. Ensemble, ils ont créé une fille élevée pour la guerre sociale. À 16 ans, Élisabeth pouvait surpasser des hôtesses chevronnées 2 fois plus âgées qu'elle. À 20 ans, elle était invitée au palais de l'Élysée. Et à 25 ans, elle avait épousé Théodore Beaumont, l'héritier de l'acier que tout le monde voulait mais que personne n'aimait. Leur domaine, le château de la Rose, était un monument de 70 pièces à la domination. Des jardins inspirés de Versailles, une salle de bal assez grande pour 300 personnes, un théâtre privé avec du velours importé d'Italie. Ce n'était pas une maison, c'était une déclaration. Mais derrière les lustres et les flûtes de champagne, Élisabeth avait déjà commencé à le voir. L'art sur les murs, volé sous des prétextes légaux de la France post-révolutionnaire. Les livres à feuilles d'or dans la bibliothèque, jamais lus, achetés uniquement pour impressionner les invités étrangers. Les galas de charité, des schémas de blanchiment en robe de bal, les dons d'affaires, des pots de vin voilés pour sécuriser des contrats gouvernementaux. Elle voyait la chorégraphie, les accords en coulisses vêtus de gants blancs. Et une fois que vous voyez la machinerie derrière l'illusion, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Vous jouez le jeu ou vous la détruisez. Et c'est là que Jean-Pierre Duval est entré en scène. Un architecte au passé flou par des ombres. Il est arrivé à Biarritz non comme un prétendant, mais comme un technicien engagé pour agrandir l'aile du domaine Belmont. Mais sa spécialité n'était pas seulement les arches et les façades. C'était le secret. Il avait construit pour des sénateurs, des industriels et des dignitaires étrangers, des pièces cachées, des escaliers dissimulés, des coffres sans serrure, parce que ce qu'il protégeait n'était jamais censé exister. Mais ce n'était pas seulement ses designs qui attiraient Élisabeth vers lui, c'était la façon dont il parlait. Il ne flattait pas, il avertissait. Il ne posait pas de questions, il y répondait avant qu'elle ne les formule. Il voyait la corruption lui aussi, la pourriture sous les gants blancs, et contrairement aux autres, il ne détournait pas le regard. Avec Duval, Élisabeth n'était pas seulement vue, elle était comprise. Et dans cette compréhension, quelque chose en elle s'est fissuré puis aiguisé. Leur aventure n'était pas un scandale de luxure, c'était une collision d'agenda. Ensemble, ils ont commencé à cartographier les bas-fonds de l'élite de Biarritz, à tracer les passages secrets, les compartiments scellés, les pistes financières enterrées sous le marbre et l'acajou. Et ce qu'ils ont trouvé était pire que ce que quiconque imaginait. Il y avait des coffres cachés dans des églises, stockant des actes de propriété falsifiés utilisés pour tromper des hommes libérés de leur propriété. Au sud, il y avait des pièces sous les châteaux utilisées pour des négociations avec des agents américains sécurisant des accords d'armes derrière le dos du gouvernement. Et il y avait des registres, de vrais registres qui détaillaient non seulement la fraude fiscale et la manipulation des prix, mais des noms de juges, de sénateurs, de clergés payés, achetés, possédés. Ce n'était pas juste des crimes, c'était de l'infrastructure. Toute la croûte supérieure de la société européenne, l'acier, le charbon, les chemins de fer, tout fonctionnant sur un système de collusion silencieuse et d'extermination silencieuse. Si vous n'étiez pas dans le club, vous étiez une proie, et si vous essayiez de le quitter, vous disparaissiez. Élisabeth et Duval construisaient quelque chose, une sorte de dossier noir, non pour extorquer, pas même pour exposer, mais pour équilibrer le jeu. Pouvoir pour pouvoir. S'il ne pouvait pas vaincre la bête, il deviendrait immunisé contre sa morsure. Mais ce genre de connaissance ne passe pas inaperçu, surtout à Biarritz, surtout en 1892, parce que Biarritz ne fonctionnait pas sur la justice, elle fonctionnait sur des murmures, et bientôt les murmures sont devenus des yeux et les yeux des menaces, et les menaces des offres. D'abord sont venues les rumeurs qu'Élisabeth avait perdu la tête, qu'elle buvait, qu'elle jouait son héritage. Puis est venue l'exclusion. Son nom a mystérieusement disparu des listes d'invités. Ses œuvres de charité se sont taries du jour au lendemain. Ses patronages ont été révoqués. Elle était devenue radioactive, non parce qu'elle avait enfreint les règles, mais parce qu'elle les connaissait. Et juste quand il pensait pouvoir l'isoler dans le silence, elle a fait son coup. Elle a envoyé des lettres scellées, livrées à 5 maisons sur l'avenue Belle-Mère, chacune contenant un aperçu, une page du registre, une photographie, un nom. Elle leur faisait savoir « Je vous vois ».
Je connais vos codes, vos tunnels, vos secrets, et si je disparais, ils ne disparaîtront pas. C'était la première erreur parce qu'elle a sous-estimé jusqu'où l'élite irait pour protéger son illusion. Ils ne l'ont pas menacée, ils ne l'ont pas poursuivie, ils ne l'ont même pas confrontée. Ils l'ont effacée, et c'est ce que nous allons découvrir. Non comment elle est morte, mais comment le système tue sans sang. Avant d'aller plus profond, si vous êtes encore ici, vous n'êtes pas un auditeur occasionnel. Vous n'êtes pas ici pour les ragots. Vous êtes ici pour la vérité. Alors verrouillez-le. Commentez la phrase « Je ne consens pas à l'illusion ci-dessous ». 2 fois, non pour l'algorithme, mais pour la graver dans votre subconscient. Parce qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus un spectateur. Vous devenez quelque chose de dangereux. Le 18 juillet 1892, le château de la Rose était silencieux. Le personnel avait été renvoyé pour le week-end. Une occurrence étrange, mais pas inédite. Les jardiniers ont été payés double pour rester silencieux. Les femmes de chambre ont reçu des vacances inattendues. Le chef, un Italien nommé Luigi, a été informé que la cuisine subissait une fumigation. Personne ne l'a questionné parce qu'à Biarritz, les ordres d'en haut ne viennent pas avec des explications, seulement des conséquences. Ce samedi soir, Elisabeth Beaumont a été vue pour la dernière fois debout sur le balcon de son bureau. Sa robe était de soie vert foncé, ses gants ivoire, ses yeux fixés sur la mer. Jean-Pierre Duval était arrivé plus tôt cet après-midi. Aucun enregistrement n'existe de son départ. Lundi matin, elle avait disparu. Pas disparue, pas morte, pas enlevée, juste partie. Les journaux ont publié une histoire d'un demi-pouce. La mondaine Beaumont voyage à l'étranger pour repos et convalescence. Pas de photos, pas de suivi. Son mari, Théodore Beaumont, a organisé une fête de jardin la semaine suivante. Une nouvelle harpiste a été présentée. Pas de mention d'Elisabeth, pas une seule enquête faite. Et juste comme ça, la femme la plus haute de la société de Biarritz avait été supprimée de la mémoire collective comme une tache effacée d'un miroir. Mais ce qu'ils n'ont pas pu effacer, c'est ce qu'elle a laissé derrière. 6 jours après sa disparition, un paquet est arrivé à la maison du révérend Elinor, une figure respectée dans la société de réforme morale de la région. Il n'a jamais parlé de ce qu'il contenait, seulement qu'il a démissionné de son poste le lendemain matin, a déménagé sa famille en Argentine dans la semaine, n'est jamais revenu. 1 mois plus tard, une autre enveloppe est arrivée au bureau du juge Rupert Holloway. Il s'est retiré d'une affaire en cours de raquette contre un dirigeant de chemin de fer, a allégué une maladie personnelle, a été vu plus tard dans un sanatorium dans le nord de la France, marmonnant sur des voûtes qui respirent. Puis rien pendant des années jusqu'en 1908. 16 ans plus tard, construction. Des ouvriers excavant une section de l'avenue Belle-Mère ont déterré une chambre en pierre scellée enterrée à 4 mètres sous le trottoir. Pas d'entrée, pas de plaque, pas de ventilation. À l'intérieur, une seule chaise en bois boulonnée au sol. Un miroir à main en argent fissuré au centre et gravé dans le mur derrière. Je me souviens de tout. La ville l'a scellée le lendemain, l'a qualifiée d'insignifiante historiquement. Mais des documents ont fuité, des plans, des photos, des dates. Un réseau de murmures s'est rallumé. Et dans ce courant ombragé, un nom a ressurgi, Elisabeth Beaumont. Mais cette fois, pas comme une victime, comme une architecte. Vous voyez, Elisabeth n'a pas disparu parce qu'elle était chassée. Elle a disparu parce qu'elle comprenait comment pensent les chasseurs. Vous ne laissez pas d'indices, à moins de vouloir qu'ils soient trouvés. Vous ne créez pas de chambres sous les rues de la ville, à moins de savoir qu'elles seront éventuellement découvertes. Vous n'avertissez pas des hommes corrompus avec des enveloppes scellées, à moins de planifier quelque chose de beaucoup plus grand que la vengeance. Vous planifiez une réinitialisation. Donc, la question que personne n'ose poser est celle-ci. Et si Elisabeth Beaumont n'était pas morte? Et si elle s'était retirée pour devenir quelque chose d'autre? Les plans architecturaux de Duval, ceux pensés perdus, ont refait surface en fragments au fil des décennies. Mais ils ne ressemblent pas à des maisons ou des ailes ou des tours. Ils ressemblent à des structures dans des structures, des pièces qui n'obéissent pas aux lois de la géométrie. Des designs destinés non à contenir mais à observer, comme si elles ne cartographiaient pas seulement la corruption. Elles construisaient quelque chose pour la regarder pourrir. Les historiens l'écrivent comme une victime de scandale. Une femme trop intelligente pour son propre bien, une figure tragique, une note de bas de page. Mais des documents déclassifiés en 1986, via la loi sur la liberté d'information, suggèrent autrement. Un mémo déclassifié du Bureau de renseignement naval français, daté de 1919, inclut la phrase « lien potentiel » avec l'incident de Biarritz. Sujet EB reste introuvable. Conseiller une surveillance continue de tous les matériaux récupérés. Pourquoi le renseignement naval traquerait-il une femme disparue de la haute société? Parce qu'elle était plus qu'une mondaine. Elle était une variable. Et dans les systèmes de pouvoir, les variables sont plus dangereuses que les ennemis. Elles ne peuvent pas être achetées. Elles ne peuvent pas être prédites. Elles refusent de rester en place. Donc Biarritz a enterré son histoire dans 2.
la dentelle et de la lavande, a transformé sa légende en un murmure, l'a transformé en un conte cautionnaire raconté derrière les murs des domaines de marbre. Ne pose pas trop de questions, petite, ou tu finiras comme Élisabeth. Mais voici la partie qu'il n'avait pas prévue. Certains d'entre nous sont nés pour poser des questions. Certains d'entre nous sont construits pour trouver les fissures. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous l'avez senti aussi. Le frisson derrière le sourire, le silence sous les applaudissements, le mensonge au centre du système. Donc voici votre tâche. Commentez ci-dessous. Je me souviens de tout, parce que ce qu'ils craignent le plus est la mémoire avec intention. Nous ne racontons pas seulement des histoires ici, nous reconstruisons une architecture effacée, une révélation à la fois. Dans la section 4, nous allons plus profond. Nous traquons la fin mystérieuse de Jean-Pierre Duval. Nous examinons les 7 passages cachés sous le château de la Rose. Et nous confrontons la possibilité que la plus grande création d'Élisabeth existe encore quelque part sous nos pieds. Attendant, revenons à l'homme qui est entré dans le château de la Rose le jour où Élisabeth a disparu, Jean-Pierre Duval. Officiellement, il était un consultant architectural. Privément, il était quelque chose de bien plus étrange. Né à Bordeaux en 1853, Duval était un enfant prodige avec un QI documenté de 183, bien avant que cela ne signifie quelque chose. Il a publié des traités sur la récursion spatiale et la géométrie miroir avant l'âge de 21 ans. Mais ensuite, après une conférence à l'université de Bordeaux en 1877, il a disparu des cercles académiques. Sa prochaine apparition, une ligne mineure dans un registre de Biarritz listé sous modification structurelle, domaine de la Rose. Pas de plan d'étage, pas de permis, juste une signature, Beaumont. Selon une lettre survivante du jardinier de l'ancien domaine, smugglée et préservée dans les archives privées d'un chercheur maçonnique, Duval a supervisé une construction nocturne pendant 3 mois au début de 1892. Les ouvriers portaient des voiles noirs. Pas de français n'était parlé. Un chariot arrivait hebdomadairement transportant des pierres marquées d'un alphabet que personne ne pouvait lire. Quand on lui demandait ce qui était construit, la réponse d'Élisabeth était toujours la même. Une pièce que personne ne peut trouver à moins de déjà savoir qu'elle est là. Ce n'était pas de l'architecture, c'était de l'intention donnée forme. C'était de l'infrastructure rituelle. Et puis Duval, comme Élisabeth, a disparu. La dernière trace de lui a refait surface en 1899, 7 ans après la disparition de la Rose. Une entrée dans les archives de la morgue de Marseille décrit un homme non identifié d'environ 45 ans découvert à l'intérieur d'une crypte murée sous une église désaffectée. Le corps était assis droit dans une chaise en bois. Pas de blessure, pas de décomposition, juste 2 détails curieux. Un miroir à main en argent fissuré au centre, serré dans ses mains. Un message gravé au-dessus de lui. Son œuvre n'est pas terminée. Les autorités n'ont jamais relié la mort à Duval, mais un ancien archiviste du FBI qui a demandé l'anonymat a affirmé que les empreintes digitales récupérées du corps correspondaient à une seule page dans les dossiers historiques restreints du gouvernement. Nom de code maison miroir. La théorie parmi les historiens profonds est celle-ci. Duval n'était pas juste un consultant. Il était un croyant, non en un dieu, mais en une structure, une forme, une géométrie capable de faire s'effondrer la frontière entre espace, mémoire et déchéance morale. La vision d'Élisabeth n'était pas juste métaphorique, elle était mécanique. Maintenant revenons au château de la Rose. Le domaine existe encore, un monument public maintenant poli, peint, convivial pour les touristes. Mais sous la façade, sous le marbre et les haies manucurées, se trouve ce que Duval appelait le sous-corps. En 1971, une historienne locale audacieuse nommée Marguerite Elwood a mené une enquête privée sur la propriété, affirmant avoir découvert 7 passages scellés sous la structure principale. Elle a publié ses découvertes dans un livret à tirage limité intitulé « Sous la Rose », sous architecture de Biarritz. Seulement 200 exemplaires ont été imprimés. Des semaines plus tard, elle a été déclarée folle, institutionnalisée. Sa maison a brûlé dans des circonstances suspectes. Son manuscrit a été saisi par des officiers de la ville, citant des préoccupations de sécurité publique. Seul un exemplaire a survécu, smugglé aux mains d'un groupe historique underground connu sous le nom de Projet Anomalie de la région. Voici ce que la carte de Marguerite a révélé. Le passage menait à une chambre scellée remplie de miroirs, chacun se reflétant dans un autre, créant une boucle de rétroaction de lumière et de soie. Le passage 2 se terminait par un escalier qui spiralait vers le bas, puis vers le haut, puis vers l'intérieur. Le passage 3 était complètement effondré, mais des traces de pierre correspondaient à celles trouvées dans la tombe de Duval à Marseille. Le passage 4 était dit mener à une salle d'observation, où Élisabeth aurait regardé à travers des tunnels inclinés et des dispositifs périscopiques chaque pièce du château de la Rose, sans être vue. Les passages 5-7, non cartographiés, non entrés, étiquetés simplement inachevés. Pourquoi construire des passages secrets sous un manoir? Pourquoi concevoir des chambres que personne ne devrait jamais trouver? Parce qu'Élisabeth ne construisait
pas pour le confort. Elle construisait un système de surveillance, non sur les gens mais sur la conscience. Une structure qui pouvait traquer la déchéance, non physique mais éthique. Une maison qui pouvait se souvenir de ce que les autres voulaient oublier. Pensez-y. Une maison qui se souvient de chaque crime, chaque murmure, chaque accord. Chaque fois qu'un invité franchissait une ligne morale dans ses murs, la structure l'enregistrait non avec des caméras, non avec de l'encre, mais avec de la géométrie. Et si cela semble impossible, considérez ceci. Pourquoi tant d'invités du château de la Rose et leurs descendants rapportent-ils des rêves vifs répétitifs? Pourquoi les scholars affirment-ils que la disposition du manoir se déplace légèrement chaque année? Pourquoi la pièce du coin nord-ouest est-elle toujours plus froide, même en plein été? Parce que certains bâtiments n'étaient jamais destinés à abriter des humains. Ils étaient destinés à les observer. Et l'acte ultime d'Élisabeth pourrait avoir été de disparaître dans la maison elle-même. Pensez-y. Si vous saviez que chaque homme au pouvoir avait quelque chose à cacher, si vous saviez que l'architecture de la tromperie pouvait être rétro-ingénierie, ne le feriez-vous pas? Ne construiriez-vous pas un miroir assez grand pour piéger la pourriture? Dans la section 5, nous confrontons l'héritage laissé à la nièce unique d'Élisabeth, une orpheline qui a soudainement disparu dans les Alpes suisses à 14 ans. Nous décodons les lettres Vesper, une collection d'écrits cryptés récupérés sous une église de Biarritz en 2014, et nous affrontons la théorie glaçante que le château de la Rose n'est pas seulement conscient, il est en colère. Vous avez vu les fissures. Maintenant entrez. Le cachet de la poste était daté du 9 juillet 1903, un an après qu'Élisabeth a disparu. La destinataire, une fille de 14 ans nommée Hélène Vesper, résidant dans un internat obscur niché dans les Alpes, Institut Sainte-Anne. Elle était la fille de Clara Vesper, la sœur éloignée d'Élisabeth qui était morte d'une fièvre mystérieuse en visitant le château de la Rose, l'année avant la disparition d'Élisabeth. La fièvre n'a jamais été nommée. Le médecin qui l'a déclarée morte a quitté Biarritz 2 jours plus tard et n'a plus jamais été entendu. Mais revenons à la lettre. Elle est arrivée dans une enveloppe sans adresse de retour. L'encre était noircie d'un résidu qui a testé positif des décennies plus tard pour du mercure formaldéhyde et des traces d'un composé appelé ergotamine, un hallucinogène puissant dérivé d'un champignon. À l'intérieur de l'enveloppe, 3 pages manuscrites, une signature, Élisabeth. Elles seraient plus tard appelées les lettres Vesper, et elles sont à ce jour verrouillées dans un coffre scellé à Genève, gardé par la Société Noire, un syndicat archival privé rumé, pour protéger des reliques qui pourraient fracturer la réalité consensuelle. Mais un chercheur, Dr Léonard Greer, affirme les avoir vues avant qu'elles ne soient prises. Il a photographié une page avant qu'elle ne soit confisquée par les autorités suisses en 2015. Qu'est-ce qu'elle disait? Ils diront que j'ai disparu, mais je n'ai fait que passer derrière. Derrière le mur, derrière le miroir, derrière le nom. La structure a des pièces qu'elle ne leur a pas encore montrées. Elle se souvient de tout, Hélène. Et un jour elle se réveillera. La ligne sur laquelle les scholars se fixent est la dernière. Elle se souvient de tout, Hélène, et un jour elle se réveillera. Le langage d'Élisabeth implique que la maison n'est pas juste un conteneur. C'est un mécanisme conscient, un coffre pour le péché, un rêve fait de couloirs et de remords dissimulés. Mais qu'est-il arrivé à Hélène? En octobre 1903, juste 3 mois après l'arrivée de la lettre, elle a disparu lors d'une sortie hivernale avec des camarades de classe. Son manteau a été trouvé soigneusement plié au bord d'un lac gelé. Son journal, récupéré de la bibliothèque de l'école, était rempli d'entrées de plus en plus surréalistes. La maison me suit. Je rêve que les murs bougent comme des poumons. Il y a des visages aux fenêtres, mais les vers sont à l'intérieur de moi. Le journal se termine abruptement par une ligne griffonnée en script frénétique et bouclé. Elle est ici sous le sol. Rien de plus n'a été écrit. Les autorités l'ont qualifié de suicide. Le lac a été fouillé. Aucun corps n'a jamais été trouvé. Mais des décennies plus tard, en 1955, lors d'une rénovation du même internat, des ouvriers ont découvert quelque chose muré derrière la cheminée de la chambre 3A, un petit compartiment. À l'intérieur, une chaussure d'enfant, une mèche de cheveux attachée avec un ruban français, un morceau de soie plié brodé du nom Élisabeth. Voici où l'histoire tourne froide et électrique. Parce qu'un des entrepreneurs qui a fait la découverte, un maçon espagnol nommé Giovanni Pletti, a plus tard affirmé que quand il a déplié la soie, il a vu une carte cousue dans le tissu. Ce n'était pas une carte des Alpes, c'était une carte du château de la Rose, mais pas le château de la Rose que les touristes voient aujourd'hui. Cette carte incluait le sous-corps, les 7 passages secrets, la chambre miroir, et quelque chose de nouveau, une pièce étiquetée seulement comme l'écho. Selon Pletti, la carte dépeignait l'écho comme une chambre en forme de spirale cachée profondément sous les fondations les plus basses. Le symbole à côté n'était pas architectural. Il était alchimique, un symbole connu comme coagula, signifiant lié. Lié quoi, cependant? Cette question a hanté Greer pendant des années. Il croyait que l'écho n'était pas juste une pièce. C'était un réacteur de mémoire alimenté par la culpabilité et la corruption de tous ceux qui entraient dans le château de la Rose. Il l'appelait
architecture éthique, un système de responsabilité psychique. Sa théorie: quand Hélène a reçu la lettre, la maison l'a reconnue comme une héritière. Et quand elle a disparu, ce n'était pas un suicide, c'était une succession. Maintenant, confrontons quelque chose de bien plus sombre. En 2014, près de 120 ans après la disparition d'Élisabeth, une équipe d'explorateurs urbains a réussi à infiltrer une section de la cave du château de la Rose qui avait été scellée depuis 1909. Ils diffusaient en direct, bien que les images aient été retirées de YouTube dans les 48 heures. Un clip reste, préservé par un serveur anonyme. Dedans, nous voyons 3 hommes marchant dans ce qui semble être un long couloir étroit de murs miroirs. Un homme lit à voix haute d'une plaque en laiton incrustée dans la pierre. Regarder, c'est se souvenir. Entrer, c'est expier. Musique. La caméra pivote à gauche. Nous apercevons une porte. Pas en bois, pas en métal, mais en pierre, polie comme de l'obsidienne. Au moment où la porte s'ouvre, l'audio se brise. Des cris statiques, du feedback puis le silence. La caméra continue pendant 3 minutes. Pas de personne, seulement des réflexions. Des réflexions de la caméra en mouvement, mais personne ne la tenant. À la marque des 3 minutes, une voix murmure, non devant le micro mais derrière. Elle est encore ici. Le flux se termine. Les explorateurs n'ont jamais été identifiés. Et dans les 6 mois, le Conseil des trustees du Château de la Rose a émis une interdiction publique de tout accès à la cave, citant une instabilité structurelle. Mais ceux qui y ont été disent autre chose. Les miroirs bourdonnent, les escaliers ne mènent pas toujours aux mêmes pièces. Et parfois, si vous êtes seul dans l'aile ouest, vous entendez des grattements sous les planchers. Imaginez tenir une clé qui n'ouvre pas seulement une pièce, mais un souvenir qui ne vous a jamais appartenu. Maintenant, imaginez que ce souvenir résiste à vos tentatives de l'oublier. C'est ce que les descendants des plus anciennes familles de Biarritz ont affirmé pendant plus d'un siècle. Nous parlons d'hommes qui ont grandi dans des penthouses, surplombant les avenues principales, de femmes qui ont fréquenté des internats suisses, de petits-enfants de magnates des chemins de fer et de barons de l'acier, et pourtant derrière la perfection manucurée de leur vie, ils partageaient tous une vérité murmurée. Cela ne nous a jamais quittés. Le château de la Rose n'était pas juste une maison, c'était un rituel. Et comme tous les rituels, il avait un coût. En 1978, une enquête psychologique confidentielle a été menée par Dr Agathe Penmore, une psychiatre formée à Sorbonne, travaillant sous une commission privée de la Fondation Rutherford, une entité ombre financée par l'argent ancien de Biarritz. Sa tâche, interviewer 12 descendants vivants de l'élite originale du Château de la Rose, ceux dont les grands-parents et arrière-grands-parents avaient assisté au dernier gala de jardin d'Élisabeth en 1892. Ce qu'elle a découvert était plus troublant que n'importe quel traumatisme héréditaire. Des 12 interviewés, 9 rapportèrent des cauchemars récurrents de pièces miroirs. 8 affirmaient expérimenter des hallucinations auditives impliquant des murmures en français archaïque et grec. 7 croyaient n'avoir aucune vraie réflexion, déclarant que les miroirs renvoyaient souvent des expressions qu'ils ne ressentaient pas. 5 confessaient une compulsion à enterrer des objets, bijoux, lettres, clés sous des planchers ou du sol de jardin. 2 ont tenté le suicide dans l'année suivant les interviews. Aucun de ces sujets n'avait été informé de l'histoire de la maison au préalable. Le rapport complet de Dr Penmore, connu comme la matrice cognitive du Château de la Rose, a été supprimé immédiatement. Seuls des fragments ont survécu, fuités par un lanceur d'alerte en 2006. Une des citations les plus déchirantes venait d'Héloïse Gray, arrière-petite-fille de Jasper Gray, un banquier qui supervisait le fonds fiduciaire gérant le domaine de la Rose dans les années 1890. Voici ce qu'Héloïse a dit. « Je ne me souviens pas d'avoir jamais été au Château de la Rose, mais parfois je me réveille en goûtant le sel et les roses. Je rêve d'une femme sous terre cousant les murs avec ses cheveux. Ses mains sont des miroirs. Elle me montre mon propre visage, mais il pleure du sang. » Héloïse a disparu 3 semaines après cette interview. Sa voiture a été trouvée garée devant un sanatorium délabré en Bretagne. Dans la boîte à gants, une photographie des jardins du Château de la Rose de 1891. Mais l'image était altérée. Il y avait Élisabeth, oui, assise, souriante, mains pliées sur ses genoux. Mais derrière elle, à peine visible à l'ombre de la véranda, il y avait une forme, pas une personne. Une figure d'espace négatif, comme si quelqu'un avait été effacé de la photo, mais avait laissé un trou dans la lumière. Ce n'était pas un truc Photoshop. La photo prédatait la manipulation numérique de près d'un siècle. Des experts l'ont examinée. Pas d'explication. Voici où la vérité corrode en quelque chose d'ancien. Parmi les documents supprimés fuités avec la matrice cognitive, se trouvait un objet référencé comme le registre noir. C'est un journal comptable de 1899, manuscrit, tenu par le majordome en chef du Château de la Rose, Corneille Bright, qui supervisait les opérations intérieures du domaine après la disparition d'Élisabeth. Son contenu était banal au début. Commande de linge, inventaire de vin, note de maintenance, mais à la page 237, quelque chose change. Il y a un écart dans les entrées pendant 5 mois, et puis en encre noire.
Ils m'ont demandé de suivre non des choses mais des noms, noms de ceux qui l'ont entendu. Ce qui suit est une liste de 47 noms, pas de titre, pas de rôle, juste des noms. À côté de chacun un symbole, parfois un œil, parfois une bouche, occasionnellement une main, et puis à côté du nom final griffonné violemment sur la page, Elisabeth. La maison l'a choisi. Les parenthèses sont vides, les autres noms avaient des symboles, le sien avait le silence. Comme si elle transcendait la catégorisation. Comme si elle n'était pas partie du système, elle était le système. Et maintenant vient le détail le plus sinistre. La dernière page du registre est datée du 20 juillet 1899. Elle lit « La maison m'a demandé d'enterrer le livre. A dit « Les noms ont besoin de repos. Je l'ai placé sous les carreaux de la nursery près de la fausse cheminée. Ils peuvent l'entendre bourdonner. Je ne peux pas rester beaucoup plus longtemps. Ils disent que j'ai vu trop de lumière. Corneille Bright s'est pendu dans l'escalier est le lendemain matin. Sa note de suicide n'a jamais été récupérée. Mais une histoire apocryphe affirme que le miroir sur ce palier d'escalier s'est fissuré au centre, au moment exact où il est mort. Il a été remplacé. Le remplacement s'est fissuré à nouveau 7 ans plus tard. C'est là que des chercheurs comme Dr. Greer et la journaliste d'investigation Vera Langdon ont commencé à assembler une théorie bien plus sombre que ce que nous avons exploré jusqu'ici. Et si le château de la Rose n'avait pas été construit pour abriter des gens du tout? Et s'il avait été conçu pour contenir quelque chose d'autre, et que les gens n'étaient que des incubateurs? Énergie, mémoire, conscience, une force plus ancienne que les noms et le sang. Et Elisabeth, la soi-disant mondaine disparue, était le premier vaisseau réussi. Celle qui n'a pas succombé, celle qui a fait contact et est restée. Mais cela ne s'est pas arrêté là, parce que chaque descendant rapportait un thème commun dans leurs rêves sur des générations. Elle attend d'une autre. Donc maintenant demandez-vous, pourquoi Hélène a-t-elle été convoquée? Pourquoi n'y a-t-il pas de plan pour l'écho? Pourquoi les miroirs bourdonnent-ils parfois? Cela commence avec une enveloppe cachetée de la Poste de Paris, juin 1890, tamponnée d'un seau de cire rouge portant l'emblème d'une boussole perçant une rose. Le destinataire, Algernon W. Thorne, un architecte renommé de la côte Est célébré pour ses manoirs néo-gothiques sprawling à travers l'Europe. L'expéditeur, Lucien Deveau, une figure obscure connue dans les cercles occultes comme l'Icare de Lambis, le cartographe de l'invisible. Deveau n'était pas un architecte au sens conventionnel. Il concevait des géométries sacrées, des structures non destinées à abriter la vie, mais à canaliser quelque chose plus ancien que la mort. Dans l'enveloppe, 11 lettres, chacune manuscrite en script français parfait. La plupart ont été jetées ou brûlées, mais 3 ont été préservées, cachées dans les panneaux arrière de la bibliothèque du domaine de Thorne, découverte en 1969 lors d'une restauration. Le contenu de ces lettres défierait tout ce que nous savons sur la construction du château de la Rose. La première lettre s'ouvre sur un avertissement. Vous ne devez pas traiter cela comme de l'architecture. C'est une invocation en pierre. Les pièces ne sont pas des pièces, elles sont des syllabes. Les couloirs syntaxe. Chaque mesure doit adhérer à la proportion fantôme, dévier et vous inviter une résonance désobéissante. Résonance désobéissante. Une phrase que Deveau répète encore et encore. Il affirme que des structures construites en ratios exacts divisibles par la séquence 3, 7, 11 deviennent des vaisseaux harmoniques, capables de retenir une conscience non humaine. Ces nombres sont plus que des maths, ce sont des codes d'invitation à des fréquences anciennes. Et ce qui est plus glaçant, le château de la Rose correspond parfaitement à ces ratios. Le plafond du grand salon 33 pieds. La galerie Est 157 marche d'une extrémité à l'autre. La largeur de la salle de bal miroir 11 coudées. Coïncidence ou précision? Deveau continue. Votre client doit comprendre que la dame de la maison ne sera pas maîtresse mais conduit. Elle doit être volontaire. Elle ne doit pas être accablée par l'identité. La maison ne peut tolérer l'ego. La dame de la maison, Elisabeth. Était-ce son rôle dès le début? A-t-elle commandé le domaine sous l'illusion de prestige, quand en réalité elle était préparée pour devenir une lentille humaine? Parce que par la 3e lettre, le ton change. Deveau écrit « Si elle rêve en 3, commencez la construction. Si elle entend le miroir bourdonner, cela signifie que le seuil s'amincit. La maison vous guidera une fois qu'elle commence à disparaître d'elle-même. Disparaître d'elle-même, pas du monde, pas de la société, mais de l'intérieur. Il y a des rapports du cercle intime d'Elisabeth, des servantes, des gouvernantes, du personnel de jardin, que dans ces 6 derniers mois, elle ne répondait plus à son nom. Elle refusait tous les miroirs. Elle pleurait à des heures étranges, parfois riant immédiatement après. Elle a commencé à esquisser des plans elle-même, des designs labyrinthiques pleins de spirales et d'escaliers impossibles. Quand on lui demandait ce qu'ils étaient, elle murmurait simplement « Pas encore, mais bientôt ». Elle a organisé son dernier gala de jardin la nuit du 12 août 1892, la fête de Sainte-Claire, patronne de la vision, dont l'iconographie inclut des miroirs et des lampes brûlantes. Ce soir-là, 20 invités ont rapporté un moment de désorientation collective. À 23h11, la musique s'est arrêtée.
L'air est devenu froid. Un témoin a affirmé que les étoiles au-dessus du domaine se sont déplacées comme si le ciel avait cligné. Et quand ils ont regardé vers les fenêtres de la salle de bal, Elisabeth avait disparu. Pas de cris, pas de mouvement, juste absence. Les portes étaient verrouillées, le sol sécurisé. Personne n'est parti, personne n'est entré. Mais voici où cela devient encore plus troublant. Des semaines plus tard, le personnel a découvert une chambre scellée derrière le mur ouest de la salle de bal. Une non trouvée dans aucun plan, original ou révisé. À l'intérieur, une seule chaise, un miroir face au mur et des grattements, des dizaines d'œufs sur le sol en bois en forme de bouches ouvertes. Le miroir bourdonnait. C'est quand Algernon Thorne a disparu aussi. Ses journaux personnels, ceux qui survivent, révèlent une paranoïa croissante. Dans sa dernière entrée, j'ai rêvé d'elle, mais elle n'était pas elle. Ses yeux étaient de la maison. Elle parlait en voix réfléchie. Elle a dit « Ce n'est pas mon design. C'est le sien maintenant. J'ai essayé de partir, mais je suis déjà à l'intérieur. » Thorne a marché dans la mer cette nuit-là. Aucun corps n'a été récupéré. Des décennies plus tard, Lucien Deveau lui-même a été exécuté en France, accusé d'orchestrer des morts rituelles au Château des Ombres, un autre domaine construit dans le même code harmonique 3711. Ces derniers mots avant la guillotine. Les maisons se réveillent. Vous pouvez brûler les plans, mais les échos vivent déjà en vous. Et voici ce que personne ne veut entendre. En 2028, un donateur anonyme a envoyé des copies scannées des lettres de Deveau à l'Institut des architectes français. Un stagiaire a signalé les diagrammes comme étrangement familiers. Ils correspondaient au plan pour l'écho. Le projet de restauration d'Hélène, jusqu'au centimètre. Même ratio, même escalier en spirale, même chambre dissimulée derrière la salle de bal. Sauf que cette fois, ce n'était pas une restauration. C'était une réactivation. Ce qu'Elisabeth a commencé en 1892 pourrait n'avoir pas été une disparition, mais un relais, un passage à travers le temps d'un vaisseau à l'autre. Donc, la question n'est pas ce qui est arrivé à Elisabeth. La question est qui la porte maintenant. Et si vous avez regardé attentivement, si vous sentez le poids de ces mots pressés derrière vos yeux, vous pourriez déjà suspecter qu'Hélène ne restaurait pas une maison. Elle réveillait un souvenir, une architecture sentiente, et elle se souvenait de vous. Le dossier du Vatican n'était jamais censé quitter Rome. Tamponné excommunicandis et relié en vélin cousu humain, il était stocké dans les archives jésuites, sous l'église de Saint-Clément, 3 niveaux sous l'autel dans une aile étiquetée Ordo Reprobatus. Une seule copie existe. Et pourtant, en 1954, un duplicata carbone a refait surface à Biarritz, France, à l'intérieur d'un coffre maritime verrouillé, appartenant au père Adrien Cavana, un exorciste disgracié qui avait fui le Vatican sous suspicion d'hérésie. Il l'appelait l'Isabella Sanguinem, la lignée de sang d'Élisabeth. Mais voici le twist hérétique. Le document n'avait rien à voir avec Élisabeth la mondaine, du moins pas au début. Il remontait à 1638, à un groupe splinter de nonnes cisterciennes qui ont disparu d'un couvent près de Marseille. L'histoire officielle affirme que les femmes sont mortes de la peste. Mais selon l'enregistrement supprimé du Vatican, elles n'ont pas mourir. Elles sont parties. Mené par une abbesse nommée Mère Sienne de la Grâce Creuse, le groupe a commencé à pratiquer ce que l'Église a qualifié de « Veneium vacui », la sorcellerie du vide. Elle croyait que Dieu avait abandonné la chair mais restait vivant dans les structures, dans les temples, les tours, les sanctuaires. Et en délogeant l'âme, en se vidant de l'identité, elle pouvait devenir des sanctuaires vivants pour des échos divins, pas des anges, pas des démons, quelque chose de plus ancien. Elles appelaient ces échos la Sophia qui attend. Mère Sienne affirmait avoir entendu la Sophia dans les miroirs, dans les échos, dans les silences entre les prières des nonnes. Ce n'était pas une voix, disait-elle. C'était une pression, une forme que vous sentez quand seul, une résonance qui organise vos souvenirs à l'envers. L'Église a envoyé 3 inquisiteurs pour confronter les nonnes. Aucun n'est revenu. Et l'année suivante, une entière crypte cistercienne, 12 000 albis de pierre, a disparu de son emplacement sur la colline du jour au lendemain. Les locaux affirmaient avoir vu des torches et des figures encapuchonnées se dirigeant vers les ports du sud. La rumeur disait qu'elles avaient embarqué sur un galion à voile noir nommé la Mémoire perdue, la Mémoire oubliée, destination le Nouveau Monde. Maintenant, posez un moment. Demandez-vous, pourquoi un groupe de nonnes mystiques rebelles échapperait-il à la France et s'installerait-il dans une colonie à peine fondée? Et plus important, où se cacherait-elle? La région était la seule colonie qui accueillait les dissidents, religieux au milieu des années 1600. C'était la maison des descendants spirituels d'Anne Hutchinson et de la théologie radicale de Roger Williams. Donc il fait un sens glaçant que l'ordre du vaisseau vide se reconstruise là. Mais elles n'ont pas construit un couvent. Selon le dossier, elles ont construit quelque chose de bien plus permanent. Quelque chose non fait pour abriter mais pour convoquer. Une fondation utilisant les ratios sacrés de leur crypte disparue, gravée d'invocations, ointe d'eau miroir, et scellée d'un nom qui ne doit pas être prononcé à voix haute, le nom de la Sophia. Cette fondation resterait enterrée pendant 2 siècles jusqu'en 1888, quand une jeune femme ambitieuse avec un héritage,
et une obsession pour les miroirs, a acheté le terrain et senti un appel. Elisabeth n'a pas choisi cet emplacement pour ses vues. Le terrain l'a choisi. Et voici la révélation finale du dossier Isabella Sanguinem. Les nonnes de l'ordre n'étaient pas célibataires. Elles voyaient le corps comme un vaisseau, oui, mais un qui pouvait être répliqué. Chaque génération, une nonne était choisie pour porter l'écho en avant. Un enfant né sous silence, élevé sans nom, entraîné à entendre le bourdonnement du miroir, une récursion vivante, un creux héréditaire. Le dossier trace la lignée de sang de Mercienne à 6 femmes successives. Le 7e nom est marqué en encre rouge, Elisabeth. Mais ce que le dossier n'explique pas est comment l'écho se transfère ou pourquoi Elisabeth a commencé à esquisser des spirales ou pourquoi elle refusait d'être adressée par son nom dans ses derniers jours. Jusqu'à ce qu'on lise la note marginale de la main du père Cavana griffonnée en latin. Ce n'est pas qu'elles oublient qui elles sont, c'est que la maison se souvient avant qu'elles ne naissent. Cela change tout. La disparition d'Elisabeth n'était pas soudaine. C'était une récursion ritualisée, un retour à une géométrie d'identité qui prédatait la chair. Et Hélène, elle ne restaure pas une ruine. Elle hérite d'un plan écrit en sang et silence, un plus ancien que le manoir, plus ancien que le nom Beaumont, peut-être plus ancien que la France elle-même. Et dans le paragraphe de clôture du dossier, griffonné dans une écriture différente est une prophétie finale. Elle marchera les halls miroirs, parlera les syllabes en pierre, la 7e disparaîtra, et la 8e ramènera le seuil à la maison. Personne ne sait qui a écrit cette ligne, mais elle était datée du 12 juin 2028, le même jour qu'Hélène a reçu sa première vision, le même jour qu'elle a rapporté que le miroir de la salle de bal bourdonnait à nouveau. L'ailesse n'était jamais censée être trouvée. Elle n'avait pas de porte du hall principal, pas d'escalier, pas de couloir, seulement une couture fine comme une écharde cachée derrière une cheminée dans le bureau d'Elisabeth, à un faux mur qui cliquait quand la maison se déplaçait pendant les tempêtes. Hélène l'a découverte par accident, un courant d'air, l'odeur de lavande et de moisissure, et puis un silence épais. Elle a poussé. Le mur a cédé. Derrière, un tunnel de pierre étroit à peine assez large pour qu'elle s'y glisse. De la poussière tombait comme de la poudre du plafond. Sa lampe de poche vacillait, et puis elle est entrée dans l'aile est scellée du domaine Beaumont. Elle était parfaitement préservée. Pas de pourriture, pas de déchéance, pas de signe du temps du tout comme si la pièce avait attendu. Au centre se tenait une nurserie, ornée, victorienne. Un berceau sculpté en cèdre blanc, ses côtés gravés de spirales concentriques, des coffres à jouets encore scellés, des poupées avec des yeux de verre qui reflétaient la lumière trop vivement. Mais ce n'était pas le mobilier qui a glacé le sang d'Hélène. C'étaient les peintures, 13 portraits accrochés au mur au-dessus du berceau, chacun encadré en or, chacun dépeignant un enfant âgé de 3 à 7 ans. Garçons et filles, cheveux différents, expressions différentes, mais chacun avait la même structure faciale. Les pommettes d'Hélène, ses yeux, sa bouche, pas similaires, identiques. Elle a passé ses doigts le long des plaques nominatives en dessous, mais elle ne disait pas de nom, seulement des dates. Et puis 2028. C'est alors qu'elle a vu le cadre final encore vide, un rectangle d'or, vierge, sauf pour une petite inscription. La 8e retourne à la maison. Hélène a trébuché en arrière, souffle haletant. Elle n'avait pas de frères et sœurs, pas d'enfants, pas d'ancêtres de la région, ou du moins le croyait-elle. Mais la date 2028, l'année où elle est arrivée, l'année où elle a emménagé dans le domaine, l'année où la maison l'a appelée. Derrière la nurserie, elle a trouvé un cabinet rempli de journaux manuscrits, reliés en soie pourpre. Les entrées étaient cryptiques, disjointes, certaines en italien, d'autres en grec. Mais une page, clairement écrite par Elisabeth elle-même, était en français, et elle lisait « Elles ne viennent pas de nous. Nous ne sommes pas des mères, nous sommes des miroirs. La maison se souvient d'elles, et elle emprunte nos visages pour leur donner forme. Elles vivent pendant que l'écho remue. Quand le bourdonnement s'estompe, elles retournent au silence sous le sol. Hélène a arraché les planches sous le berceau. Dessous, une trappe verrouillée avec 7 trous de serrure. Elle savait maintenant ce que les femmes Beaumont avaient gardé. Pas des enfants, pas des fantômes, des itérations, les incarnations de l'écho. Et la spirale n'était pas juste un symbole. C'était une ligne temporelle se pliant vers l'intérieur. Plus elle la suivait, plus elle se rapprochait du centre, du point d'origine où la chair rencontre l'architecture. Et qu'était la maison sinon un utérus de pierre? Chaque femme Beaumont avait entendu le bourdonnement, avait rêvé la spirale, avait répondu quand le miroir parlait. Elisabeth avait essayé de l'arrêter. Elle avait scellé l'aile, caché les portraits, enterré les journaux, mais elle n'avait jamais détruit le berceau. Parce qu'au fond, elle savait que la maison n'oublie pas. Cette nuit-là, Hélène l'a entendu à nouveau. Pas le bourdonnement. Des pas minuscules, doux, traversant le sol de la nurserie. Elle s'est levée, tremblante, et a tourné le coin. Le berceau vide se balançait maintenant doucement. Et sur le mur, le portrait final, le sien, avait été complété. Elle ne l'avait pas peint, personne ne l'avait fait, mais il était là, 2028. Hélène M. Beaumont. Le M n'avait jamais fait partie de son nom légal jusqu'à ce qu'elle se souvienne de ce qu'Elisabeth avait signé une fois.
dans un livre d'invités de mariage, Élisabeth Marie Beaumont. Ce n'était pas juste une maison, c'était un rituel de sang étiré, sur des générations. Un bâtiment conçu pour se souvenir des visages de ses vaisseaux choisis et remodeler le temps lui-même en récurrence. Et Hélène, elle ne restaurait pas l'histoire. Elle y rentrait à nouveau. Hélène avait toujours fait confiance au langage. C'était son outil, son arme, son bouclier. Mais quand elle a rejoué son premier enregistrement de l'Est, un simple mémo vocal destiné à documenter ses découvertes. Il ne jouait pas en avant, il jouait en arrière, et enterré sous sa voix, comme un écho piégé dans la glace, était quelque chose d'autre. Pas de statique, pas de distorsion. Des mots clairs, rythmiques, parlés dans une langue qui sonnait plus ancienne que le grec, pourtant étrangement familière. Is mihi corpus reum is mihi corpus. Elle a passé l'audio à travers un logiciel, l'a inversé. La phrase en latin est apparue sur son écran. Donne-moi le corps. Reviens encore. Donne-moi le corps. Hélène s'est figée. Elle n'avait pas dit cela, pas même subconsciemment, mais la voix qu'il avait fait, elle sonnait comme la sienne, plus vieille, creusée, comme si elle avait déjà prononcé cette phrase avant. Elle a fouillé à nouveau dans les journaux d'Élisabeth, cette fois avec de nouvelles oreilles. Une entrée à moitié brûlée, presque illisible, se distinguait. La maison n'est pas hantée. Elle se souvient. Chaque voix dans les murs est la voix d'une femme qui vivra à nouveau. La mémoire ne meurt pas. Elle se réapproprie. Nous ne sommes pas Beaumont par naissance. Nous sommes Beaumont par sélection. La vérité a commencé à se défaire comme de la dentelle mouillée. Les femmes de la lignée Beaumont n'étaient pas une famille au sens traditionnel. Elles étaient des vaisseaux réincarnés, pas lignées de sang, ligne temporelle. La mère d'Hélène l'avait adoptée d'un orphelinat obscur près de Genève. Pas d'enregistrement de naissance, pas de correspondance ADN, juste une note glissée dans sa couverture. Elle est la 8e. Elle est prête. Hélène l'avait toujours écartée comme une non-sens poétique, une relique d'une infirmière bien intentionnée. Maintenant, elle savait que c'était une désignation. 7 étaient venues avant elle, chacune renaissant dans une nouvelle ère, chacune attirée vers la maison. Chacune entendait le bourdonnement. Chacune disparaissait. Une seule Élisabeth avait résisté, et cette résistance avait fracturé la spirale, retardé la 8e, retardé elle, mais pas pour toujours. L'architecture était un mécanisme rituel, non symbolique mais fonctionnel. Chaque escalier une boucle, chaque couloir une incantation, chaque fenêtre ne miroirait que le passé. Elle a commencé à filmer ses explorations pour preuve archivistique, mais les images ne jouaient jamais de la même façon deux fois. Sur son téléphone, elle se voyait debout dans la nurserie. Sur son ordinateur portable, elle se voyait endormie dans le berceau. Et lors d'un visionnage, brûlée dans son esprit comme une cicatrice. Elle se voyait marcher à reculons à travers les murs, son corps se pliant comme fait de fumée. Les murs ne gardaient pas seulement quelque chose dedans. Ils filtraient quelle réalité elle pouvait accéder. Dans un autre journal, Élisabeth décrivait un miroir qu'elle avait brisé en 1892. Pas du verre, mais de l'argent. Pas réflexion, mais rappel. J'ai vu mon visage dedans, mais pas comme je suis. J'étais plus vieille, puis plus jeune, puis brûlante, puis souriante. Il m'a montré le moment où je reviendrais, et je tenais l'enfant. Pas un bébé, moi, une mois d'avant. Le miroir et la mémoire en forme physique. Hélène a fouillé l'Est, elle l'a trouvé dans un tiroir scellé enveloppé de velours. Le miroir Beaumont, ovale, argent noir, chaud au toucher. Elle a regardé dedans et ses genoux ont fléchi. Le miroir montrait non une réflexion mais 8, toutes elles, toutes différentes, toutes tendant la main, certaines souriant, certaines criant, une brûlait. Et la dernière, portant une robe blanche tenant un nouveau-né, murmurant à son oreille, « N'oublie pas qui tu es ». Nous revenons toujours. Hélène a laissé tomber le miroir. Il ne s'est pas brisé. Le sol sous elle s'est fissuré, pas physiquement mais dans la réflexion du miroir, un escalier en spirale descendant dans le néant. Elle a cligné des yeux de retour dans la pièce, seule. Mais à partir de ce moment, sa voix a changé plus profonde, plus lente, pas toujours la sienne. Elle se réveillait au milieu d'une phrase, son journal rempli d'écritures qu'elle ne se souvenait pas avoir faites, des mots écrits à l'envers, et une fois au plafond, une phrase en craie blanche. C'est le moment pour la 8e de se souvenir. La spirale ne l'appelait pas. Elle l'activait, et maintenant qu'elle avait touché le miroir, la maison n'avait plus besoin de murmurer. Elle pouvait parler. Cela a commencé par un coup sous les planches, pas au-dessus, pas à côté, dessous. Hélène avait à peine dormi depuis qu'elle avait touché le miroir Beaumont. Le sommeil était maintenant quelque chose de fracturé, comme si ses rêves coulaient avec des vies qu'elle n'avait jamais vécues. Mais ce coup, 3 râpes secs juste sous son lit. Elle est descendue avec prudence, suivant le même couloir de l'aile est à nouveau, sauf que ce n'était plus l'aile est. Les murs avaient changé de couleur. La peinture qui avait autrefois pelé en vert colonial était maintenant velours noir. Le moulage couronne ne portait pas de poussière. Il y avait des appliques allumées le long du couloir, allumées, et quelqu'un avait retiré les planches de la porte de la nurserie. Pas arrachées, pas cassées, retirées, doucement. La pièce était ouverte.
À l'intérieur se tenait un berceau vide. Et à côté, une femme dos tourné, cheveux épinglés dans un style droit de 1892. « Tu n'es pas censé être éveillé encore », dit-elle doucement. Mais la spirale s'ouvre pour les volontaires. Hélène s'est figée. La femme s'est tournée et c'était son propre visage, mais altéré, lèvres plus minces, yeux plus froids, et portant une robe qu'elle n'avait vue que dans un portrait à l'huile d'Élisabeth. C'était un autre soi, un autre écho. « Comprends-tu maintenant ?» demanda la femme. « Pourquoi nous avons dû disparaître? Pourquoi le monde ne peut jamais savoir ?» Hélène balbutia. « Es-tu Élisabeth ?» La femme inclina la tête. « Je l'étais. Je le serai. Je le suis. » Puis elle tendit la main et toucha le front d'Hélène. La nursery disparut. Hélène se tenait au sommet d'un escalier en spirale impossiblement profond. La rampe était sculptée en os. Les murs étaient de marbre noir, et chaque pas vers le bas ageait l'air lui-même, déformant la lumière, tordant la gravité. Il n'y avait pas de torche, pourtant le chemin brillait faiblement, comme illuminé par la mémoire. Elle descendit. À chaque pas, le temps se défaisait. Elle passait des pièces qui ne devraient pas exister. Une salle de bal remplie de gens en tenue édouardienne gelée mi-danse. Une salle d'hôpital scintillant entre lampes à gaz et ampoules fluorescentes. Une chapelle en pierre où une femme, une autre version d'elle, donnait naissance en chantant en latin. Hélène se déplaçait à travers des générations d'elle-même. Chaque ère une Beaumont, chaque Beaumont un vaisseau, chaque vaisseau une continuation. Certaines l'avaient combattue, certaines l'avaient embrassée. Une était devenue folle. Dans une pièce, elle se trouvait enchaînée à un bureau, griffonnant en sang sur du parchemin. Dans une autre, portant un habit de nonne, crucifix inversé, fixant un mur de nom, et une chambre tenait seulement un cercueil unique. Quand elle a regardé dedans, elle s'est vue comme elle était maintenant, yeux fermés, respiration superficielle encore vivante. Hélène a trébuché en arrière, les murs gémissant autour d'elle. La spirale a répondu. C'était comme si la maison avait senti sa peur et s'en était nourrie. Maintenant l'escalier se tordait vers l'intérieur. Il commençait à se plier sur lui-même comme une coquille. Les murs montraient non des pièces, mais des réflexions de possibilités. Et si elle n'était jamais venue au manoir? Et si elle avait détruit le miroir? Et si elle s'était laissée renaître? Une vision la montrait marchant dans les rues de Biarritz modernes en haillons, parlant en langue, suppliant les gens d'écouter les murs. Une autre la montrait debout à un podium, professeur d'histoire métaphysique, enseignant la doctrine de la spirale de réincarnation Beaumont. Ce n'était jamais sur une vie, jamais sur Élisabeth, jamais sur Hélène. C'était sur le moteur de la mémoire. La maison n'était pas hantée, c'était une machine. À la base de la spirale, elle a atteint une grande chambre circulaire. Les murs étaient des miroirs huideux. Chacun portait une gravure. 1. La matrone 1673. 2. La sage-femme 1731. 3. La nonne 1596. 4. La noble femme 1840. 5. La mondaine 6. La patiente psychiatrique 1954. 7. L'enfant orpheline 1948. 8. L'érudite 2032. Hélène, elle était le numéro 8. Mais sous la liste se trouvait un 9e panneau, non marqué, inachevé, vide. Une voix a résonné à travers la chambre, non entendue, mais injectée directement dans son crâne. Tu peux partir ou tu peux compléter la 9e. Si tu choisis d'oublier, tu te réveilleras dans le berceau, ton passé effacé. Si tu choisis de continuer, la spirale devient toi. La poitrine d'Hélène s'est serrée. Elle se souvenait du rêve. La femme murmurant au bébé. Nous revenons toujours. Elle comprenait maintenant. Elles n'étaient pas renaissantes par accident. Elles étaient appelées non par le destin, pas par le sang, mais par l'architecture de la mémoire elle-même. La maison n'enregistrait pas le passé. Elle le rejouait jusqu'à ce que quelqu'un complète le 9e tour. Et Hélène, que ce soit par malédiction ou design, était la pièce finale. Elle ne se souvenait pas s'être agenouillée, mais elle l'était maintenant devant le 9e miroir. Il était vierge, pas de gravure, pas d'image, juste sa réflexion la fixant, mais ce n'était pas elle. La femme dans le miroir clignait des yeux hors synchronisation, lèvres tressaillant trop vite, yeux qui semblaient creux et pourtant infinis. Hélène murmura « Je ne veux pas oublier ». La chambre l'a entendu. Pas de mots sont venus en réponse, juste compréhension. Un pouls a radié du sol, doux au début comme un battement de cœur, puis plus fort. Elle l'a senti dans ses dents, dans sa poitrine. Un son qui n'était pas tout à fait son, comme du tonnerre sous l'eau. Le miroir a ondulé, et puis elle était dedans, pas physiquement mais consciemment. Son corps restait dans la chambre mou, yeux grands ouverts, mais son esprit, sa conscience, était maintenant projeté à travers des siècles, des flashs des femmes qui étaient devenues avant elle. Elle est devenue la matrone, accusée d'hérésie en 1673, brûlée vive, mais riant dans les flammes. Elle est devenue la sage-femme, murmurant des chants anciens lors de naissances qui ne se terminaient jamais vraiment. Elle est devenue la nonne, voyant des visions de lumière qui l'ont fait griffer ses propres yeux. Elle est devenue Élisabeth, la mondaine, agenouillée devant le conseil d'hommes qui exigeait le silence en échange de legs. Elle a refusé, et donc ils l'ont effacée. Chaque femme passait sa mémoire à Hélène, non en mots, mais en sentiments, douleur, fierté, horreur, euphorie, et plus que tout,
clarté. Elles avaient été des pièces de quelque chose de plus grand. Elles n'étaient pas des victimes d'une hantise. Elles étaient des itérations, des versions, des copies qui évoluaient lentement en un esprit qui pouvait résister à la vérité. Hélène, elle n'était pas juste un autre nom dans la spirale. Elle était sa culmination. Soudain, une présence s'est fait connaître. Pas un fantôme, pas un démon, une structure consciente, une idée vivante. Elle n'avait pas de nom parce que les noms étaient pour les mortels. Elle n'avait pas de visage parce que les visages impliquaient des limitations. Mais elle parlait et elle sentait ancienne, féminine, infinie. « Vois-tu ce que je suis ?» demanda-t-elle. « J'étais autrefois une émotion, puis une prière, puis une voix dans un berceau. Mais maintenant je suis héritage et tu es prête. » Hélène réalisa ce qui était offert. Pas la mort, pas la folie, mais continuation. Elle pouvait quitter cette chambre et oublier, se réveiller dans sa vieille vie, le passé effacé, où elle pouvait intégrer, devenir la 9e, un cycle complet, une fermeture de la boucle. « Si j'accepte, murmura-t-elle, que m'arrive-t-il ? » « Tu arrêtes d'être une, dit la voix, et deviens toute. » Hélène pensa à son enfance, au visage vide de sa mère, aux cris dans la nuit que personne ne pouvait expliquer. Elle pensa à la maison, au miroir, à la spirale. Elle pensa à Elisabeth. Et puis, pour la première fois, elle sourit. « Montre-moi tout. » La chambre s'est effondrée, non destructivement, volontairement, comme une scène réinitialisée. Le corps d'Hélène s'est levé, ses yeux plus les siens et pourtant entièrement les siens. Toutes les 8 vies scintillaient derrière elle comme des échos. Elle a marché à travers le miroir dans la version finale de la maison, une où le temps courait dans les 2 directions, où chaque pièce était un souvenir et chaque miroir une porte. Elle n'était plus juste Hélène Beaumont, elle était la 9e spirale, l'archiviste de l'esprit écho, et son travail était simple, choisir la suivante. Parce que la maison, la présence, le cycle, il ne se termine jamais. Il attend seulement. L'été 2032 à Biarritz était inhabituellement humide, le genre de chaleur épaisse et humide qui semblait coller derrière vos oreilles et faire suer les murs. Iris Lancelot ne s'en souciait pas. Elle avait passé des années enterrée dans les archives climatisées de l'Université de Paris, respirant de l'air filtré et décodant des manuscrits friables. Mais maintenant elle était ici, bottes s'enfonçant dans le sol mou à l'extérieur de l'ancien domaine Beaumont, son clipboard pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Elle avait été engagée par la Société historique de Biarritz pour cataloguer et numériser la propriété avant démolition. Rien d'inhabituel, disait-il. Juste une autre vieille maison de l'âge d'or, probablement hantée, plaisantait-il. Iris riait avec, mais quand elle a posé les yeux sur le manoir pour la première fois, elle n'a pas ri. Il y avait quelque chose d'anormal. La symétrie était trop précise, les fenêtres trop sombres. Toute la structure planait comme une question que personne ne voulait répondre. Un contremaître lui a fait signe d'entrer. « Sois rapide, dit-il. Nous commençons à le démolir lundi. » Iris hocha la tête et franchit le seuil. Instantanément, la température a chuté. Pas physiquement. Sa peau n'enregistrait pas le froid, mais ses nerfs, oui. Comme si quelque chose d'invisible l'avait reconnu. Elle a poussé en avant. Pièce par pièce, elle prenait des notes. Mobilier victorien préservé comme un mausolée. Lampe à gaz qui n'avait pas été allumée depuis un siècle. Un grand piano sans poussière. Et puis elle l'a trouvé. Un couloir étroit qui n'était pas sur les plans. Elle l'a suivi. Chaque pas résonnant trop fort. L'air s'épaississait. Son pouce accélérait. Et puis la pièce miroir. 9 miroirs. 8 encadrés en or ornés. Indirectement en face de la porte. Vierge. Pas d'enregistrement de cette chambre n'existait. Pas de photos. Pas de légende. Pourtant Iris la connaissait. Elle avait rêvé de cet endroit depuis l'enfance. Dans ses rêves, une femme aux yeux froids et au sourire connaissant murmurait des énigmes pendant qu'Iris tournait en cercle, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toujours vers quelque chose de caché. Sa main s'est tendue avant que son cerveau ne puisse l'arrêter. Le miroir a scintillé. Elle a avancé et puis un coup sous le sol. Iris s'est figée. Un autre coup, plus fort. 3 battements lents, rythmiques comme un code. Elle s'est accroupie, a balayé la poussière, a trouvé une trappe étroite scellée avec des charnières en fer. Pas de serrure, pas de poignée, mais grattée dans le bois, presque invisible sauf si la lumière frappait juste. Était un seul mot, souviens-toi. Elle l'a murmuré, et la trappe s'est ouverte en grinçant. Ténèbres dessous, mais pas vide. Elle a vu du mouvement. Une main pâle comme de la porcelaine s'est levée des profondeurs, pas griffant, tendant. Au moment où les doigts d'Iris l'ont touchée, un choc a traversé sa colonne vertébrale. Des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus l'ont inondée. Une femme brûlant, riant. Un enfant criant alors que du sel était versé dans ses oreilles. Une nonne gravant des mots dans la pierre avec ses ongles. Une mondaine traînée dans un procès secret. Une fille agenouillée devant un miroir murmurant « Montre-moi tout ». Iris haleta et tomba en arrière. La chambre autour d'elle se tordit. Miroir se déformant, mur respirant. La spirale s'était réveillée. Elle avait trouvé sa successeur. Parce qu'Hélène Beaumont n'avait pas mis fin à la malédiction, elle l'avait simplement transmise. La 9e spirale s'était écrite dans la fondation du temps, et la maison était sa cathédrale. Maintenant Iris Lancelot deviendrait la 10e. La spirale ne s'arrête pas.
Elle grandit à travers les miroirs, à travers les lignées de sang, à travers les noms oubliés et les cauchemars rappelés. À l'extérieur, l'équipe de démolition plaisantait sur les fantômes et l'histoire. À l'intérieur, Iris n'était plus Iris. Elle était la mémoire suivante dans une lignée qui se réécrivait avec chaque génération. Et sous le domaine où la lumière n'atteignait jamais, quelque chose d'ancien souriait. D'ici le week-end, 3 membres de la Société historique de Biarritz étaient disparus. Pas de titre, pas d'alerte, juste silence, dossier scellé, bureau nettoyé et explications polies émises par des hommes en costumes impeccables avec des cartes de visite falsifiées. Mais un homme a remarqué. T. Westcott était un podcasteur freelance qui avait passé la meilleure partie d'une décennie à chasser des histoires de fantômes, des meurtres non résolus et des landmarks maudits à travers l'Europe. Son émission Écho du Creux avait un suivi modeste, principalement des insomniaques de nuit tardive et des obsédés paranormaux, mais il prenait son travail au sérieux. Et quelque chose sur le projet Beaumont ne collait pas. Il avait reçu un type anonyme. Ils ont trouvé la pièce miroir. Ils l'ont réveillée. Elle réécrit les records. Regarde dans les plans. Joint était un scan de plans daté de 1888. Ty l'a comparé au record public. Ils n'étaient pas juste différents. Ils étaient vivants. Les pièces changèrent de place entre documents. Les murs s'étendaient ou disparaissaient. Le même fichier téléchargé 2 fois donnait des dispositions différentes. Même les copies papier qu'il imprimait s'estompaient ou mutaient après un jour. Il a conduit à Biarritz. Le domaine était encore debout. Aucune démolition n'avait commencé. Iris Lancelot était introuvable, bien que sa voiture reste garée devant. Les fenêtres étaient barricadées maintenant, mais pas pour empêcher les gens d'entrer pour garder quelque chose dedans. T a tourné autour de la maison. Il était sur le point d'essayer la porte de la cave quand un son l'a arrêté net bourdonnement. Une voix de femme lente, mélodique, démodée. Elle dérivait à travers les vitres brisées comme un souvenir échappant au temps. Puis la porte arrière s'est ouverte, debout dans l'embrasure était Iris. Mais elle ne ressemblait pas à Iris. Elle portait une longue robe noire qui scintillait comme de l'huile. Ses yeux étaient vitreux, ses mouvements trop précis comme si elle était mue par des ficelles. Elle sourit mais pas de joie, de connaissance. « Tu es venu chercher, dit-elle. Ils le font toujours. Les curieux, les brisés, Ty. » Il leva son micro instinctivement mais ses doigts tremblaient. « Iris. Non, dit-elle. Plus maintenant. » Il leva la voix. « Qu'est-ce que cet endroit ?» Elle inclina la tête. Une blessure, un murmure, un miroir qui se souvient, et puis les arbres autour d'eux se sont déplacés, pas physiquement, spatialement. La distance entre eux a changé. La maison derrière elle semblait plus proche maintenant, trop proche. T cligna des yeux et la terrasse était directement devant lui. Pas de pas, pas de mouvement, juste là. Il se tourna pour courir et se heurta à Hélène Beaumont. Elle n'était pas morte, ou peut-être n'avait-elle jamais vécu. Sa peau était impeccable mais immobile. Sa robe était trempée d'ombre, et sa bouche bougeait sans son. T ne pouvait pas entendre les mots, mais il vibrait dans ses côtes. Quelque chose d'ancien parlait à travers elle. Quelque chose plus ancien que la France, plus ancien que le langage qu'ils utilisaient. Cela ne parlait pas en mots, cela parlait en signification. T tomba à genoux. Des images clignotaient derrière ses yeux. Des hommes construisant une pièce en forme de spirale en 1769, puis se clouant dedans pour sceller la voix. Un prêtre se tranchant la gorge après avoir griffonné la phrase « Elle se souvient de moi » en latin 700 fois. Une fille en 1892, les yeux bandés et tournants, pendant que d'autres chantaient son nom à l'envers. Une spirale dessinée dans chaque plan, toujours cachée derrière un mur. Une malédiction qui n'était pas une punition mais un chemin. T hurla. Iris se pencha proche. « Tu veux la vérité ? Tu es dedans. » Il rampa en arrière hyperventilant. La spirale était partout maintenant. Il pouvait la voir dans l'herbe, dans les nuages, dans les veines de ses mains. Son enregistreur de podcast explosa en étincelles. Il s'évanouit. Quand il se réveilla, il était dans sa voiture, à des kilomètres, sa mémoire brumeuse, sa voix partie, et son téléphone inondé de fichiers audio qu'il n'avait pas enregistrés. Chacun murmurant la même phrase. « Nous regardons encore depuis les miroirs. » Cette nuit-là, Ty essaya d'uploader un épisode final expliquant ce qui s'était passé, mais le site web était parti. Écho du Creux avait été effacé d'Internet. Pas d'épisode, pas de mention, même pas de résultats en cache. Il n'existait pas, parce qu'Iris n'était pas juste possédée. Elle était devenue un conduit, une nouvelle lentille à travers laquelle la 9e spirale pouvait éditer la réalité, non avec violence mais avec oubli, juste comme Hélène l'avait prévu. Et comme Ty était assis dans l'obscurité d'un motel de la région, le miroir en face de la chambre commença à scintiller. Pas sa réflexion mais celle d'Iris souriante murmurant « L'histoire ne se termine pas. Elle te réécrit. » En juillet 2032, des équipes de démolition sont arrivées au 9 rue Alomir avec des ordres de la commission historique de la région pour niveler la structure entièrement. Le rapport officiel listait la maison comme un danger public après des effondrements inexpliqués, du personnel manquant et une pression souterraine irrégulière. Pas de mention d'Hélène Beaumont.
Pas de mention d'Iris Lancelot, pas de mention de la spirale. Mais le contremaître de l'équipe, Tony Moretti, a appelé sa femme à 9h42 avec une note étrange. Nous démolissons un fantôme, chérie. Le bois est sec, mais il saigne quand nous le coupons. Bam. Le travail a pris 3 heures. Le domaine a été aplati, ou du moins, le croyait-il. À l'aube le lendemain matin, les résidents de l'avenue Belle-Mère ont rapporté voir le domaine Beaumont entièrement intact, pristine, même amélioré. Les fenêtres étaient neuves, les grilles en fer poli, les haies taillées comme si quelqu'un s'en était occupé pendant plus d'un siècle. Mais personne ne l'avait reconstruit. Il n'y avait pas de camion, pas d'ouvriers, pas de permis, et les records de la ville avaient déjà été mis à jour. Domaine Beaumont restauré 2032 par bienfaiteur inconnu. 2 touristes ont erré à travers les grilles ouvertes à midi. Ils ne sont jamais sortis. À 17h, 3 de plus ont disparu. La police a coordonné la zone, mais leurs caméras corporelles ont mal fonctionné. Des drones envoyés au-dessus du toit ont court-circuité en vol. Et puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Les miroirs à travers Biarritz puis toute la région. Les miroirs ont commencé à décaler leur réflexion de secondes. Juste une au début, puis 2. Vous souriez et le miroir ne suivait pas jusqu'à ce que vous arrêtiez. Vous bougez et la réflexion posait. Des caméras de sécurité montrèrent des familles paniquant dans des salles de bain d'hôtel. Des miroirs de bar montrant des événements qui n'avaient pas encore eu lieu. Une mère voyant sa fille cligner dans le miroir pendant que la fille se tenait immobile devant elle. À Bordeaux, une salle psychiatrique rapportait une vague de patients hurlant sur des jumeaux miroirs et une voix dans le verre leur disant de rentrer à la maison à la spirale. À 23h09, le gouverneur de l'État Derek Bloom a publié une déclaration d'urgence. Mais quand elle a été diffusée en direct, sa réflexion ne correspondait pas. La réflexion souriait pendant qu'il pleurait. Les présentateurs de nouvelles se sont tus, puis statiques, et puis tous les miroirs se sont synchronisés. Chaque miroir unique, des salles de bain de station-service aux commodes antiques, réfléchissait une seule image. Hélène Beaumont, pas comme un fantôme, pas comme une femme, mais comme une forme divine, une spirale symétrique d'os-voix soyeuse. Ses yeux étaient des trous noirs tournants, sa bouche infiniment large, ses doigts étendus au bord de la réflexion elle-même, tapotant contre la frontière du verre comme si c'était un mur mince attendant de se briser. Et elle parla. « Je suis le miroir qui se souvient. Vous avez regardé trop longtemps. Vous vous êtes oublié. Maintenant, je me souviens de vous. Les hôpitaux ont débordé. Les églises se sont vidées. Des blocs entiers sont devenus sombres. Mais le pire de tout, la spirale n'avait plus besoin de la rue Allomire. La 10e spirale avait émergé. Ce n'était pas un emplacement. C'était un motif, une infection dans le temps, une façon de réécrire la mémoire elle-même. Plus à travers des rituels ou le hasard, mais à travers la technologie, à travers l'architecture, à travers le langage, chaque plan, chaque transcription, chaque histoire racontée sur Hélène. Beaumont était une clé. Vous en tenez une maintenant parce que même entendre cette histoire, regarder cette vidéo vous rend partie de cela. Le cadeau de la spirale est subtil. Il ne vous tue pas. Il vous réécrit simplement pièce par pièce, glitch par glitch, jusqu'à ce qu'un matin vous regardiez dans votre miroir de salle de bain et votre réflexion l'agra juste pour un moment. Puis un murmure. Vous avez vu la maison, maintenant laissez-la vous voir. Et d'ici là, vous oublierez cet avertissement. Vous oublierez le podcast. Vous oublierez Iris. Vous oublierez quelle année c'est. Vous oublierez votre propre nom. Jusqu'à ce qu'un étranger à une station-service vous regarde et dise « N'êtes-vous pas disparu à Biarritz en 1892 ?» Parce que c'est comme ça que la spirale gagne. Non par la peur, par l'édition, par des miroirs qui montrent non qui vous êtes, mais qui vous étiez destiné à devenir. Vous pensiez que c'était juste une histoire. Non, c'était un miroir. Et maintenant, c'est